Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment mieux dialoguer avec les grands modèles de langage, les fameux LLM. Bonjour. Nos sources, ce sont des extraits du Prompt Engineering Guide et notre objectif, c'est vraiment d'aller au-delà de la simple question, de découvrir des techniques pour obtenir des réponses plus fines, plus fiables. Exactement. Pour des tâches un peu plus complexes, quoi. C'est ça. On sait qu'ils sont puissants, ces modèles, mais dès que ça se complique un peu, juste poser la question, ça suffit pas toujours. Non, c'est clair. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'ingénierie des prompts. Tout à fait. C'est un peu l'art de bien formuler la demande, de la sculpter, si on veut, pour vraiment optimiser la performance du modèle. D'accord. Et aujourd'hui, on va passer en revue plusieurs de ces techniques un peu plus avancées pour affiner cette interaction. Super. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les bases d'abord. Le zero shot prompting, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, le zero shot, c'est vraiment l'approche la plus directe. On pose la question, et c'est tout. Pas d'exemple. D'accord. Genre, classe ce texte, j'ai adoré ce film. Sentiment. Et le modèle doit deviner positif, sans qu'on lui ait montré d'exemple avant. Et ça marche comment? Grâce à l'entraînement initial? Oui, et grâce à son entraînement massif et surtout au réglage fin qu'il a reçu après. Ce qu'on appelle l'instruction tuning ou le RLHF. Enfin, l'apprentissage par renforcement avec retour humain. En gros, on lui apprend à mieux suivre les consignes. Simple et direct. Mais j'imagine que ça a ses limites, non? Si la tâche est un peu nouvelle ou... Subtil. Ah oui, exactement. Et c'est là qu'on passe souvent au few-shot prompting. Le few shoot. Donc là, on donne quelques exemples. C'est ça, quelques démonstrations, comme on dit, directement dans le prompt, pour le guider un peu. Mhm. Imagine, tu veux lui apprendre un mot qui n'existe pas, froufroutable. Tu donnes un exemple. Une idée froufroutable, c'est une idée un peu folle. Exemple. Son plan était complètement froufroutable. Puis tu lui demandes, fais une phrase avec zigouigoui. D'accord. Il va voir le format et il va proposer quelque chose dans le même esprit. Et ce qui est assez fou, c'est que parfois la structure des exemples qu'on donne est plus importante que leur contenu. Ah bon? Comment ça? Des études ont montré que si tu donnes des exemples de classification de sentiments, mais avec des étiquettes volontairement fausses, genre tu dis qu'un texte positif est négatif, ça peut quand même aider le modèle. Parfois même mieux que pas d'exemple du tout. C'est contre-intuitif, ça, hein? Oui. Tant que le format est cohérent, ça semble l'aider à comprendre ce qu'on attend comme type de sortie. Le format prime, quoi. D'accord, le format avant le fond, intéressant. Mais bon, même avec quelques exemples, si la tâche demande une vraie réflexion, plusieurs étapes logiques, ça coince encore, non? Oui, tout à fait. Et c'est une limite importante du few-shot standard. Prenons un exemple simple, un problème de maths issu des sources. Oui. Les nombres impairs dans ce groupe, 15, 32, 5, 13, 82, 7, 1. Donne-t-il une somme paire, oui ou non? Hmm. En zero shot, le modèle risque de se planter. Et même en few shot, si tu lui donnes juste d'autres listes avec la réponse vrai, faux, il peut encore avoir du mal. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas le comment. Il lui manque les étapes intermédiaires du raisonnement. Isoler les impairs, les additionner, vérifier la parité. Ah oui, d'accord, il faut lui montrer le cheminement, pas juste la destination. Comment on fait ça alors? Eh bien, c'est là qu'intervient une technique vraiment clé, la chaîne de pensée, ou chain of thought, COT en abrégé. La chaîne de pensée? C'est ça. L'idée, popularisée notamment par Wai et ses collègues en 2022, c'est d'inclure dans les exemples non seulement la question et la réponse, mais aussi toutes les étapes de raisonnement qui mènent à la réponse. Ah, d'accord. On lui montre comment on réfléchit. Exactement. Pour notre exemple des nombres impairs, ça donnerait Q, liste somme des impairs, paire A. Les impairs sont 15, 5, 13, 7, 1. Leur somme fait 15 plus 5 plus 13 plus 7 plus 1 égale 41. 41 est impair, donc la réponse est non. Je vois. Et en voyant ça, Non. C'est considéré comme une capacité émergente, d'ailleurs. Ça n'apparaît vraiment qu'avec les très grands modèles. fascinant. Et j'ai lu qu'il y avait même une version qui ne demande pas de fournir tous ces exemples détaillés. Le Zero Shot Côté. Oui. Ça, c'est une astuce proposée par Kojima et d'autres la même année. Et c'est presque trop simple pour être vrai. Ah oui, Souvent, il suffit d'ajouter une petite phrase à la fin de la question, du style « réfléchissons étape par étape » ou en anglais « let's think step by step ». c'est tout. Oui. Prenons l'exemple classique des pommes. J'ai 10 pommes au marché. J'en donne 2 au voisin, 2 au réparateur, puis j'en achète 5 de plus. J'en mange une. Combien il m'en reste? Classique, oui. Et piégeux.
Sans aide, le modèle peut se tromper. Mais si on ajoute juste « réfléchissons étape par étape », alors là, il se met à détailler. Ok, départ 10 pommes. Donne 2 plus 2 égale 4 pommes. Reste 10 moins 4 égale 6 pommes. Achète 5 de plus. À 6 plus 5 égale 11 pommes. Mange 1. Reste 11 moins 1 égale 10 pommes. Il reste 10 pommes. Bluffant. Juste avec cette petite phrase? Ça l'incite à verbaliser son raisonnement et ça améliore considérablement la précision sur plein de tâches de logique, de maths. Incroyable. Mais bon, pour le côté classique, celui avec les exemples détaillés, ça doit être un sacré boulot de rédiger tous ces exemples avec le raisonnement, non? Ah oui, ça peut être très fastidieux. Et c'est justement le problème que cherche à résoudre une autre technique, l'auto-côté GTI. Auto côté GTI. Pour automatique? Exactement. L'idée, proposée par Zhang et ses collègues en 2022, c'est d'utiliser le LLM lui-même pour générer ces exemples de raisonnement. Un malin. Comment ça marche? En gros, on prend un ensemble de questions sans réponse. On les regroupe par similarité. Puis, pour quelques questions de chaque groupe, on demande au LLM de générer la réponse et la chaîne de pensée en utilisant justement l'astuce du zéro shot côté. Réfléchissons étape par étape. D'accord. On obtient donc des démonstrations cotées générées automatiquement. On peut ensuite les filtrer un peu pour garder les meilleures, les plus claires. Et voilà, on a un jeu d'exemples pour faire du few shot coté sans avoir tout écrit à la main. Très ingénieux. Donc, on sait mieux guider le raisonnement. Mais parfois, le problème, c'est pas la logique, c'est juste qu'il manque une info, une connaissance sur le monde. On peut l'aider là-dessus aussi? Oui, tout à fait. C'est un autre type de problème. Et pour ça, il y a une technique intéressante, le Generated Knowledge Prompting. Générer de la connaissance. C'est ça. L'idée de Liu et al. En 2022 est assez simple. Avant de répondre à la question principale, on demande d'abord au modèle de générer des faits pertinents sur le sujet de la question. Ensuite, on intègre ces faits, qu'il a lui-même générés, dans le prompt final, juste avant de reposer la question. D'accord, un exemple pour que ce soit plus clair. Prenons celui sur le golf, qui est dans les sources. Question, au golf, le but est d'avoir un score plus élevé que les autres. Vrai ou faux? Ok, un modèle pourrait se tromper là-dessus. Oui, il pourrait répondre vrai par erreur. Alors, avec cette technique, on fait d'abord une étape, génère quelques faits sur l'objectif du jeu de golf. Le modèle va sortir quelque chose comme « Au golf, on essaie de compléter le parcours en faisant le moins de coups possible. Le score le plus bas l'emporte. » D'accord. Ensuite, on pose la question finale, comme ça. En te basant sur ces faits, faits générés ici, réponds à la question. Au golf, le but est-il d'avoir un score plus élevé que les autres, vrai ou faux? Et là, avec le contexte qu'il a lui-même fourni, Il va corriger sa réponse initiale et dire faux, en expliquant pourquoi, en se basant sur le fait que le score le plus bas gagne. C'est comme s'il se briefait, lui-même, avant de répondre. malin, il comble ses propres lacunes factuelles avant de se prononcer. Ok, changeons un peu d'angle. On a vu comment améliorer un raisonnement, disons, linéaire. Mais que faire si le problème est plus complexe, s'il y a plusieurs chemins possibles à explorer, plusieurs hypothèses? Oui, bonne question. Parce que le coété, ça reste assez linéaire, ça suit une seule piste de pensée. Quand il faut explorer, envisager plusieurs options, le coété montre ses limites. Et donc, il y a autre chose? Oui, il y a notamment l'arbre de pensée, ou Tree of Thought, T-O-T. Arbre de pensée, ça évoque l'exploration de branches. Exactement. C'est l'idée développée par Yao et Long en 2023. Au lieu d'une seule chaîne, on va explorer plusieurs chemins de raisonnement, un peu comme les branches d'un arbre. Chaque pensée est une étape intermédiaire, une petite partie de la solution. Et à chaque étape, le modèle peut générer plusieurs pensées candidates, plusieurs options possibles. D'accord. Et comment il choisit quelle branche suivre? C'est là qu'intervient une étape d'évaluation. Le modèle évalue lui-même ses propres pensées intermédiaires. Par exemple, il peut se dire « cette piste semble prometteuse » ou « celle-là mène probablement à une impasse ». Il s'autocritique en cours de route, en quelque sorte. Oui, où il évalue la viabilité, et ensuite il utilise des stratégies de recherche, un peu comme en informatique. Recherche en largeur d'abord, BFS, recherche en profondeur, DFS, pour décider quelle branche explorer en priorité. Et surtout, point très important, ça permet le retour en arrière, le backtracking. Ah oui. S'il est dans une impasse, il peut revenir à essayer autre chose? Exactement. Contrairement au KOT qui va tout droit, le TOT peut explorer, se rendre compte que ça ne marche pas et revenir à un point antérieur pour explorer une autre branche. Ça a l'air beaucoup plus puissant pour certains types de problèmes. Lesquels, par exemple? Typiquement, les problèmes qui demandent de la planification, de l'exploration ou qui ont plusieurs étapes avec des choix à chaque fois. L'exemple souvent cité, c'est le jeu de 24. Ah oui, trouver une équation avec 4 chiffres pour faire 24. C'est ça.
Le TOT est très fort là-dessus. Il va générer plusieurs équations intermédiaires possibles, genre 4,6 égale 24 ou 8,3 égale 24, évaluer si elles utilisent bien les chiffres donnés, voir si elles mènent vers la solution, etc. Il explore l'espace des possibilités de manière beaucoup plus systématique. Et les résultats sont meilleurs qu'avec le KOT? Significativement meilleur pour ce genre de tâche, oui. Les sources mentionnent aussi une astuce de prompt un peu plus simple, proposée par Hulbert, qui simule un peu ça. On demande au modèle d'imaginer 3 experts différents qui réfléchissent au problème, chacun étape par étape, et qui confrontent leurs idées pour trouver la meilleure solution. Malin. Jouer sur le côté personnage du LLM. Ok, on voit bien l'évolution. Instruction simple, guidage linéaire, exploration en arbre. L'étape d'après, logiquement, ce serait peut-être de permettre au modèle d'aller chercher des infos à l'extérieur, d'interagir avec le monde réel. C'est exactement ça. On sort du raisonnement purement interne pour aller vers l'action. Et là, une approche très influente, c'est le framework React. React. Pour raisonnement et action, j'imagine? Tout à fait. Proposé aussi par Yao et son équipe en 2022. L'idée fondamentale de React, c'est de faire générer au LLM de manière entrelacée des étapes de réflexion, thought, et des actions concrètes, action. Des actions? Quel genre d'action? Des actions qui lui permettent d'interagir avec des outils ou des environnements externes. Ça peut être faire une recherche sur un moteur de recherche, interroger une base de données spécifique, utiliser une calculatrice, exécuter un bout de code. Ah, d'accord. Donc le modèle peut se dire il me manque cette information précise. Exactement. Il va générer une pensée, thought, je dois savoir quel est l'âge actuel d'Olivia Wilde, puis une action, action, search, âge, Olivia Wilde. Et ensuite? Ensuite, l'outil externe, le moteur de recherche ici, renvoie un résultat. C'est l'observation. Par exemple, observation, Olivia Wilde est née le 10 mars 1984, elle a donc 40 ans en 2024. Ok. À partir de cette observation, le LLM génère une nouvelle pensée. Thought, ok, elle a 40 ans, la question demandée est son âge actuel élevé à la puissance 0.23, je dois calculer 40 fois 0.23, puis une nouvelle action, action, calculateur 40 0.23. Il appelle un autre outil la calculatrice. C'est ça. Il reçoit l'observation, le résultat, disons 2,41, et là, il peut générer la pensée finale. Thought. J'ai trouvé le petit ami si c'était demandé avant, et j'ai calculé son âge à la puissance 0,23. Je peux maintenant donner la réponse finale, et il formule la réponse. C'est vraiment puissant, ça. Ça lui permet de dépasser ses connaissances internes figées. Absolument. Le gros avantage, c'est que ça réduit énormément les risques d'erreurs factuelles, les fameuses hallucinations, parce qu'il peut aller vérifier ou chercher l'information à jour. Et ça rend aussi son processus beaucoup plus transparent, on voit exactement ce qu'il a cherché et trouvé. Et la limite, j'imagine, c'est la qualité des outils et des infos qu'il récupère. Bien sûr, si l'outil de recherche renvoie n'importe quoi ou si la calculatrice est buggée, la réponse sera fausse. La fiabilité de l'ensemble dépend de la fiabilité de chaque composant. Logique. Cette capacité d'agir et d'utiliser des outils, ça le rapproche vraiment d'un assistant capable de faire des choses concrètes. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Vers un modèle qui apprendrait de ses erreurs, qui s'améliorerait tout seul au fil du temps? C'est un peu le Graal, oui. Et il y a des travaux dans ce sens, notamment le framework réflexion. Réflexion, comme réfléchir sur soi-même? Exactement ça. Proposé par Shin et ses collègues en 2023, l'idée est d'ajouter une boucle d'auto-amélioration basée sur l'expérience passée, mais via un feedback en langage naturel. Comment ça marche concrètement? Par exemple, en utilisant le Coete ou React qu'on vient de voir, l'évaluateur, il regarde ce que l'acteur a fait et lui donne une note, une récompense, succès, échec partiel, échec total. D'accord. Et le troisième, qui est la clé, c'est le module de self-reflection. C'est un autre LLM, ou le même, qui prend la trajectoire de l'acteur, ses pensées, ses actions, la note de l'évaluateur et sa propre mémoire des essais précédents. Et il génère un petit texte, une réflexion critique. Une sorte d'autocritique? Oui, une autocritique constructive, du genre « J'ai échoué à cette étape parce que j'ai oublié de vérifier si l'objet était prenable avant d'essayer de le prendre. La prochaine fois, je devrais d'abord vérifier l'état de l'objet. » Ah, c'est génial. Il analyse son erreur et se donne un conseil pour le futur. C'est ça. Et ce conseil, cette réflexion est stockée dans une mémoire à court et long terme et elle est réutilisée lors de la prochaine tentative. Elle est injectée dans le prompt de l'acteur pour l'influencer pour qu'il ne refasse pas la même erreur. Et ça marche? Ça améliore vraiment les performances?
Les résultats présentés dans les recherches sont assez impressionnants, oui. Sur des tâches de planification, comme dans le jeu simulé Half-World, de raisonnement sur des questions complexes, Hotpod QA, et même de programmation Human Eval, cette boucle de réflexion permet à l'agent de s'améliorer significativement par essai-erreur sans avoir besoin de réentraîner le modèle de base, ce qui est très coûteux. Quand est-ce que c'est particulièrement utile, ce genre d'approche? C'est très utile quand la tâche nécessite de l'apprentissage par l'expérience, quand il n'y a pas une seule bonne façon de faire, et quand le feedback externe est simple, juste succès-échec, mais que le raisonnement pour y arriver est complexe. Les limites, bien sûr, c'est la capacité du modèle à faire une auto-évaluation pertinente et la gestion de la mémoire pour ne pas être submergé par les réflexions passées. Impressionnant. Bon, alors, si on essaie de récapituler un peu tout ce parcours. On est parti de la question simple, le zero shot. C'est ça. Puis on a vu qu'on pouvait donner quelques exemples, le few shot. Mhm. Ensuite, on a appris à guider le raisonnement pas à pas avec la chaîne de pensée, le côté, et même l'astuce du réfléchissons étape par étape. Oui, Puis, on a exploré comment le modèle pouvait envisager plusieurs pistes avec l'arbre de pensée, le toté. l'exploration, oui. Après, on lui a donné des outils pour interagir avec l'extérieur, chercher de l'info, calculer avec React. Raisonnement et action. Et pour finir, on a vu qu'il pouvait même apprendre de ses erreurs et s'améliorer grâce à l'autoréflexion, avec Reflection. Voilà. C'est une sacrée évolution dans la manière d'interagir avec ces IA quand même, hein. Absolument. On voit se dessiner une véritable boîte à outils, de plus en plus sophistiquée, pour dialoguer avec ces modèles. Et le choix de la bonne technique, ou de la bonne combinaison de techniques, dépend vraiment de la nature du problème qu'on essaie de résoudre. C'est plus du tout une boîte noire à qui on balance une question, en fait. Non, plus du tout. Est-ce qu'on a besoin d'un raisonnement très précis et séquentiel? C'est peut-être coopté. Est-ce qu'il faut explorer plein d'options? Coopté, plus adapté. Est-ce que l'info cruciale est externe? React devient nécessaire. Est-ce que la tâche demande de l'adaptation et de l'apprentissage sur le tas? Réflexion peut aider. Il n'y a pas une seule méthode miracle, mais plutôt un éventail de stratégies. Toute cette exploration, ça montre bien qu'on apprend, nous aussi, à mieux collaborer presque avec ces modèles. C'est plus juste donner un ordre. C'est une excellente façon de le dire, oui. L'ingénierie des prompts, c'est vraiment l'art de rendre cette collaboration la plus fructueuse possible. Et ça m'amène à une dernière pensée, peut-être un peu plus prospective. Si ces techniques permettent aux machines non seulement de suivre des instructions, mais de décomposer un raisonnement, d'explorer des options, d'utiliser des outils externes, et même de réfléchir sur leurs propres actions pour s'améliorer, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'une relation humain-machine un peu basique à quelque chose qui ressemble plus à un partenariat? Un partenariat cognitif. Oui, voilà, une collaboration où l'IA devient un partenaire capable d'initiative, d'une forme d'apprentissage autonome, peut-être même d'une certaine créativité guidée par ces processus. Qu'est-ce que ça change pour nous, pour notre propre manière de travailler, d'innover, de résoudre des problèmes complexes? Est-ce que ça va nous pousser à mieux structurer notre propre pensée aussi? C'est une question ouverte, je trouve, et assez vertigineuse. C'est une excellente question pour conclure, effectivement. Voilà de quoi méditer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse détaillée avec nous aujourd'hui.